L'idée, c'est que, enfin, ce que j'en ai vu dans l'expérience et dans les contacts que j'ai quand même eu beaucoup dans ma vie avec les ostéopathes, c'est que justement, vous avez cette qualité et cette position de pouvoir à la fois faire ce que nous, médecins, on ne fait pas, c'est-à-dire travailler sur le corps. Hein, c'est un truc qu'on a vachement oublié, hein, mais alors vachement même. Et puis d'autre part, quand même avoir l'idée, hein, c'est d'avoir quand même l'idée du traitement global dans la médecine ostéopathique, c'est cette notion du traitement global et le fait de pouvoir avoir des outils pour approcher des éléments tels que ce qu'on va voir aujourd'hui, donc le profil du cortisol salivaire, qui est un test extraordinaire, on va y revenir, par rapport à l'évaluation du stress, et l'analyse du microbiote, ça fera partie pour ceux que ça intéresse, ce sera une prochaine séance, parce que c'est long à aborder, mais enfin j'en parlerai quand même un peu aujourd'hui, mais ce sont des éléments, bien sûr, qui vont être fondamentaux pour vous, parce que, bon, vous êtes très souvent amené à bien entendu vous occuper de problèmes de lombalgie, de dorsalgie. Bon, l'ostéopathie, c'est autre chose, c'est plus que ça, bien sûr, hein, mais en pratique, il n'y a rien à faire. Tout comme moi, je vois énormément de gens qui arrivent à mon cabinet pour des problèmes de côlon irritable. Ben vous allez en voir beaucoup qui viennent pour des problèmes de dorsalgie et de lombalgie. Et effectivement, dans la dorsalgie, la lombalgie, comme vous le savez bien, il y a le stress qui peut avoir un impact direct, et puis le stress qui peut avoir un impact direct via le viscéral, enfin indirect, pardon, via le viscéral. Et le fait de pouvoir travailler, vous faites tout travailler bien entendu là-dessus, mais et vous travaillez là-dessus aussi en ostéopathie, mais vous verrez qu'il y a moyen d'avoir des outils complémentaires extrêmement intéressants. Donc, comme vous le savez, par rapport au stress, si on fait le lien entre le stress et le viscéral, il y a évidemment tout le système orthoparasympathique, hein, et l'impact du système sympathique, c'est-à-dire celui qui est stimulé par le stress, hein, entre autres, au niveau émotionnel, et son impact au niveau de la surrénale. On sait que c'est via cette voie-là aussi que ça va activer les glandes surrénales, et ça va aussi avoir un effet néfaste au niveau de la motricité et de la sensibilité intestinale. Hein, on sait dans le côlon irritable, par exemple, une des grandes causes de côlon irritable, c'est la difficulté au niveau motricité, hein, et la fermentation excessive dans l'intestin grêle, hein, le small intestine, comme on dit en anglais. Et donc, c'est effectivement fortement lié à tout ça. À l'inverse, quand c'est le parasympathique qui est stimulé, eh bien, on va avoir, bien entendu, une activité motrice et une activité sécrétrice nettement meilleure. Vous connaissez aussi, beaucoup mieux que moi, hein, les interactions métamériques entre le système digestif et la colonne, bien entendu, c'est pas moi qui vais vous en parler. Et alors, l'idée, c'est, outre les techniques ostéopathiques qui vont être utilisées sur le viscéral, dans l'ostéopathie crânienne, dans l'ostéopathie plus classique au niveau lombosacré, eh bien, il y a possibilité, et c'est finalement de ça que je vais vous parler, d'ajouter d'autres éléments. D'ajouter, est-ce qu'on ne peut pas agir aussi sur une modulation naturelle de l'hyperfonctionnement ou de l'épuisement surrénalien? Vous verrez que ce sont des éléments extrêmement importants, de même que ne peut-on pas agir sur l'état inflammatoire, fermentatif, excessif au niveau intestinal et toutes les répercussions que l'un et l'autre vont avoir au niveau de votre pratique de tous les jours dans les lombalgies, les dorsalgies. Et ceci nous amène au sujet du jour, hein, c'est-à-dire le stress. Alors le stress, c'est quoi? La définition, c'est que c'est une réaction physiologique à la menace. Et cette réaction, elle va se manifester à la fois par des symptômes physiques et psychiques. Ça, c'est pour la définition. Alors, le mécanisme, hein, ça vous le connaissez, hein, quand on perçoit un signal de danger au niveau cérébral, ça va envoyer un stimulus au niveau de l'hypothalamus qui lui-même va envoyer via un relais neuro-hormonal une stimulation de l'hypophyse qui va produire de nouveau une hormone qui va stimuler la surrénale, et celle-ci, donc la glande du stress, va produire différentes hormones. Alors, il y a bien entendu l'adrénaline, qui est l'élément qui est produit en premier lieu avec le stress, et puis alors, vous avez aussi, bien entendu, le cortisol, qui est extrêmement important, je vais vous expliquer pourquoi après. On peut encore rajouter la DHEA, l'aldostérone, il y a d'autres facteurs. Et d'ailleurs, on constate, par exemple, en médecine, que des patients qui sont en épuisement surrénalien,
vont souvent être hypotendus. C'est un des symptômes, c'est l'hypotension, par diminution de cortisol, diminution d'aldostérone. Et ce sont des patients, des patientes souvent qui se trimballent avec 9-10 de tension et qui vous disent qu'ils sont un peu comme un poisson hors de l'eau, comme ça, extrêmement fatigués. Ce sont aussi des patients qui vont faire des hypoglycémies parce que le cortisol a comme multiples rôles. On le connaît évidemment comme anti-inflammatoire, c'est le number one. Mais le cortisol a un rôle majeur dans l'homéostasie glucidique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez consommer votre sucre qui est dans le sang, puis une fois que votre sucre est consommé, vous allez utiliser votre glycogène qui est dans les muscles. Puis une fois que votre glycogène est consommé, vous allez commencer à utiliser ce qu'on appelle la bêta-oxydation des graisses. Et dans ce process, on va aller chercher dans les graisses et dans les muscles les substrats qui vont être métabolisés au niveau hépatique. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et pour cette néoglucogénèse, on a besoin de l'hormone qui est spécifique pour ça, c'est-à-dire le cortisol. Il y a le glucagon aussi, mais je veux dire, le cortisol est une hormone très importante. Et alors, un des symptômes d'ailleurs des gens qui sont en épuisement, c'est qu'ils vont avoir des hypoglycémies. Ce sont des gens qui vont vous décrire des hypoglycémies comme ça en journée parce que au moment où ils devraient aller pomper dans leur réserve, ça ne marche pas. Voilà, c'est un petit indice clinique intéressant. Et donc, on en arrive sur ce fameux tableau, je ne sais pas si vous avez déjà vu, entendu, ça ne date pas d'hier, à part qu'il a été refait ici et il n'a jamais été aussi joli que celui d'origine. Il est nettement plus précis et plus juste. Ça date des années 70, c'est le tableau des 3 phases de Célis. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, imaginons vous sortez ici, hop, place Vendôme, et vous tombez sur je ne sais pas qui, et donc, qui vous stresse, et donc vous allez avoir un pic d'adrénaline qui ferait qu'au cas où, je ne sais pas si c'est un tigre, vous allez commencer soit plutôt à courir, ou si c'est quelque chose de moins agressif, à vous battre, enfin bon bref. Et donc vous allez avoir quelque chose qui va permettre une décharge énergétique pour vous donner de l'énergie, etc. Et puis ensuite cette adrénaline chute, et à ce moment-là, vous avez la ligne verte ici qui est le cortisol, qui va monter. Alors pourquoi ça va monter ? Ça va monter, c'est une adaptation normale, ça va monter justement pour compenser à la fois le stress métabolique par rapport à la glycémie justement, pour avoir une action anti-inflammatoire, si vous avez pris des coups, des griffes, etc. Et donc ce sont toute une adaptation métabolique anti-inflammatoire naturelle par rapport à une situation de stress qui se crée. Ça, c'est une situation aiguë. Maintenant, imaginons que vous êtes confronté à un stress chronique, ce qui est le cas, on en parle beaucoup, le harcèlement, le travail excessif, la réduction du personnel, les temps de trajet, etc., le fisc, enfin tout ça. Donc, eh bien, imaginons que ce stress est chronique. Pendant tout un temps, ça va aller. C'est la phase de résistance, on voit que le taux de cortisol va rester correct. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une disrupture, je vais vous expliquer pourquoi et comment, et alors la surrénale ne va plus être, il ne va plus avoir le fameux feedback négatif comme on a pour toutes les hormones. Ce feedback négatif va disparaître, le taux de cortisol va monter, vous allez être en hypercorticisme jusqu'au moment où on va pomper ses réserves, de pregnénolone par exemple, qui est vraiment l'hormone de stock, la pré-hormone de stock, et boum, tout s'effondre. Et donc là on va passer un peu de ce qu'on appelle le pré-burnout, toute cette phase d'épuisement, d'hyperactivité, à cette phase suivante, qui est la phase qu'on peut appeler vraiment le burn-out ou la phase d'épuisement surrénalien. Alors c'est très intéressant d'identifier les différentes phases, parce qu'on peut dire, bon finalement, ok, les gens sont stressés, on va leur donner du magnésium, des plantes adaptogènes, et puis terminer. Eh bien vous allez voir que c'est plus compliqué que ça si on veut être pointu, parce que c'est pas exactement la même chose qu'on va donner si on est dans cette phase-ci ou si on est dans cette phase-là. D'où l'intérêt, évidemment, de l'analyse. Alors maintenant, je vous explique ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça part en vrille ? Eh bien, ça part en vrille pour la raison suivante. C'est qu'on sait qu'en cas de stress chronique, eh bien, il va y avoir une production importante de certains types de kinases, enfin, qui va amener une production importante de cytokines inflammatoires. Cytokines inflammatoires, vous savez tous ce que c'est, ce sont donc des messagers de l'inflammation. Et ces messagers de l'inflammation vont aller
inhiber les récepteurs hypothalamiques au cortisol. Ce qui veut dire que le phénomène de feedback qu'on connaît pour toutes les glandes, où à partir du moment où le taux d'une hormone monte, ce taux d'hormone est capturé par le cerveau, qui dit « oh, oh, il y a trop d'hormones » et qui diminue la stimulation de la glande. Hein, c'est comme ça pour la thyroïde, c'est comme ça pour les ovaires, c'est comme ça pour la surrénale. Eh bien, à partir du moment où ce processus ici ne fonctionne plus, parce que les cytokines inflammatoires produites par ce stress vont inhiber ce mécanisme, eh bien, on va, à ce moment-là, arriver dans une croissance de ce cortisol. Alors, le problème, c'est que ces cytokines inflammatoires, hein, en l'occurrence, particulièrement ces deux-ci, ne vont pas avoir que cet effet-là. Elles vont avoir un autre effet extrêmement important, c'est qu'elles vont augmenter l'oxydation mitochondriale. Et les mitochondries, vous savez tous, ce sont ces petits organites dans les cellules qui produisent l'énergie. C'est vraiment notre source énergétique. C'est une fois que les mitochondries ne fonctionnent plus qu'on meurt. Hein, c'est vraiment l'élément fondamental de la cellule. Et à partir du moment où une mitochondrie ne fonctionne pas bien, eh bien, ça va évidemment avoir comme conséquence d'être fatigué. Donc ça peut déjà expliquer les symptômes de fatigue. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué quand on est stressé? Alors, bon, vous allez me dire peut-être parce qu'on ne dort pas bien, mais il y a aussi une fatigue liée au stress. C'est lié à l'oxydation mitochondriale. Parce qu'en fait, une mitochondrie, pour qu'elle fonctionne bien, il faut à la fois lui donner les nutriments pour qu'elle fonctionne bien. Donc, il y a des vitamines B, par exemple, surtout la B2, la B3, le coenzyme Q10, le magnésium, le fer, tous ces nutriments-là, mais pas que. Il ne faut pas qu'elle soit oxydée. C'est terriblement important d'avoir un système antioxydant qui fonctionne bien pour éviter que la mitochondrie s'oxyde, parce que quand elle s'oxyde, elle fonctionne très mal. Et ça peut aller plus loin, évidemment, ça peut dégénérer, ça peut activer des processus d'apoptose, donc de mort cellulaire, des processus d'altération mitochondriale. Hein, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on sait que le sport est extrêmement pour la santé, comme vous le savez tous, sauf s'il est excessif, mais le sport est excellent pour la santé, entre autres, parce qu'il permet, quand on fait un effort d'une certaine intensité, d'étiqueter les mitochondries. Donc à partir du moment où on voit que les mitochondries ne suivent plus, on leur met une étiquette, c'est là, out. Et puis elles vont être dégagées, et ça va permettre d'éliminer les mitochondries qui pourraient partir de travers et favoriser, on sait que, on pense quand même que par exemple de cancer démarre au niveau mitochondrial. Et donc c'est quelque chose de très important. Donc j'en reviens aux trois phases. Effectivement, quand on est dans cette phase-ci, vous avez compris que, à cause de ces cytokines pro-inflammatoires, on a une rupture du contrôle du feedback normal, mais on a aussi une oxydation mitochondriale qui altère évidemment les cellules et tout le temps où ça se produit. Et de ce fait, on sait qu'on a des défenses physiques, psychologiques et immunitaires qui vont chuter progressivement. Alors maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Parce que vous me dites, tiens, le cortisol, c'est la glande du stress, c'est fondamental. Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Eh bien, pas par une prise de sang. Parce que je vois encore des médecins qui font ça, ça m'énerve. En médecine fonctionnelle, c'est pas fait pour la médecine fonctionnelle, la prise de sang du cortisol. En fait, doser le cortisol dans le sang, c'est pour détecter les maladies. Donc, par exemple, la maladie de Cushing, la maladie d'Addison, donc qui sont des situations extrêmes où soit ça ne fonctionne pas du tout, soit il y a une tumeur qui produit des hormones et on a des taux excessifs. La prise de sang, elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour évaluer l'état fonctionnel de la surrénale. C'est facile à comprendre, en fait, tout simplement parce que si on veut prendre le pic matinal, parce que le pic matinal est quelque chose d'important à évaluer, eh bien, si le patient se rend au centre de prélèvement et que, pas de chance, la rue de Rivoli est bouchée par hasard ou autre chose, et qu'il arrive 1h30 après cette levée, eh ben, son pic, il est passé. Et donc, son taux va être bas et on va dire « Ah, monsieur, vous êtes épuisé. » Rien à voir, c'est parce que c'était fait 1h30 après. À l'inverse, s'il est hyper stressé, il peut avoir un pic momentané. Donc, je veux dire, ça n'est pas du tout un bon reflet. Il faut, et c'est ce qu'ont montré pas mal de nombreuses études, pour avoir une idée fonctionnelle de la situation surrénalienne, il faut faire un profil salivaire et sur plusieurs temps. Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme temps? On va un peu se baser sur le cycle naturel
ça c'est le cycle naturel de production surrénalienne. Donc, comme vous savez, la nuit, le taux de cortisol est très bas. Hein. Certains d'ailleurs mettent un lien entre les douleurs, les douleurs inflammatoires nocturnes. Hein. Vous savez bien que les patients qui ont des douleurs inflammatoires nocturnes, eh bien, c'est un signe quelque part du côté inflammatoire de la chose, c'est d'avoir des douleurs nocturnes. Eh bien, certains font quand même un lien avec le fait que les taux de cortisol sont bas la nuit, et ça pourrait expliquer dans le biorhythme ce qu'il en est de ces douleurs. Et puis le cortisol monte le matin, et alors on a un pic au réveil, et puis ça redescend progressivement, comme ça sur la journée. Et donc, l'idée, c'est de doser le taux de cortisol, alors plutôt dans la salive que dans le sang. Déjà, pour commencer, pratiquement, c'est plus simple, plutôt que de piquer les gens 5 fois sur la journée, ils n'ont qu'à collecter leur salive. Et puis, deuxièmement, on sait, et on va aller de plus en plus vers les hormones salivaires, parce que l'hormone salivaire est l'hormone libre, active. Quand vous dosez l'hormone dans le sang, vous avez l'hormone qui est liée à son transporteur, et qui n'est pas libre et pas active. Donc c'est une partie de celle-là qui va être libre et active. C'est pour ça qu'on fait des calculs, on dose le transporteur, on dose l'hormone, et puis on fait un calcul pour évaluer l'hormone libre. On sait maintenant quand on dose l'hormone salivaire, c'est l'hormone libre. Et donc c'est beaucoup plus intéressant, et on va aller de plus en plus au niveau des labos à utiliser comme matrice la salive, beaucoup plus que le sang. Et donc, double intérêt, c'est plus pratique, on a l'hormone libre, et alors on fait le biorhythme, donc on le prend au réveil, on évalue ce que les Anglais appellent le cortisol awakening response, c'est-à-dire la réponse surrénalienne au réveil, qui est un très bon reflet de la capacité de la surrénale à réagir au stress, par exemple, et puis ensuite le taux à midi, à 18h et à 22h. Et alors, ici l'idée c'est de vous illustrer ce propos par deux patients, enfin un patient et une patiente. Alors on a pris Myriam et François, qui sont tous les deux fatigués, stressés, anxieux, et en gros, vous retrouvez avec les mêmes symptômes. Alors on peut un petit peu finasser en disant qu'elle est peut-être plus irritable, elle sent un peu des vibrations dans la tête, et lui, il a des problèmes de concentration majeurs, très réactif à la lumière, il est pilote d'avion, d'ailleurs il commençait à voir les chiffres qui dansaient et tout, donc il a préféré arrêter. Hein. Et moi je le vois en consultation quand il était déjà en interruption de travail depuis 1 an. Et je le fais un profil du cortisol salivaire. Et donc ici c'est pas Myriam, c'est François, il y a une petite erreur de texte. Et en fait, que voit-on? Eh bien on voit que celui-ci qui est complètement stressé, fatigué, etc., eh bien, lui, il est déjà dans une situation clairement de burn-out. Donc, on voit que son taux de départ... Donc, si vous voulez ici, vous prenez le milieu de la courbe comme ça c'est ce que ça devrait être. OK? Et donc, lui, on voit qu'il commence déjà très bas. Il devrait commencer là, il est là. Il a encore un cortisol awakening response quand même, mais après, il s'effondre. À midi, il est complètement par terre, et à minuit aussi. Et on sait justement que les temps, il y a pas mal de publications qui montrent que les temps à midi et à minuit sont extrêmement intéressants à considérer. Donc ça, c'est vraiment une situation typique de burn-out, tandis qu'ici, chez elle, elle est encore dans l'agitation, elle n'est pas encore dans le burn-out. On voit quand même, donc on voit qu'elle a des taux, elle se réveille déjà avec des yeux boum comme ça, hein, et puis à midi, elle est encore trop haute, et le soir, elle a encore un taux de cortisol terriblement élevé. Donc elle est assez agitée. Et on voit ici déjà qu'elle est en train, quelque part, de passer d'une situation vers l'autre, parce que on voit que son cortisol awakening response n'est déjà plus là. Donc là, on est vraiment dans une situation... Je veux dire que si on devait les mettre sur la courbe dont on a parlé tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, voilà, lui, il serait quelque part ici, et elle est quelque part là, quoi. Hein? Et donc, ceci montre un petit peu comment c'est représenté. Bon, en l'occurrence, il y avait aussi des dosages, des métabolites des neurotransmetteurs qui avaient été faits, ce qui est aussi proposé par SIM d'ailleurs pour ceux qui le veulent, ce qui est intéressant aussi au niveau stress, sommeil et dépression. Et donc, en fait, voilà, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, chez Myriam, donc elle est vraiment en haut, à ces 3 niveaux, avec une perte du cortisol awakening response, et lui, il est complètement en bas, et on peut, de fait, Myriam, elle est plutôt dans cette situation-ci, et lui, il est plutôt
dans cette situation-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la prise en charge, c'est en fait ça la question, pourquoi faire cette analyse? Je pense qu'il y a deux volets qui sont très intéressants. Le premier, c'est d'objectiver. En fait, quand les gens, parce que j'imagine que moi c'est mon cas, mais vous aussi, le nombre de patients qui viennent à votre consultation et qui disent voilà, je suis fatigué, je suis stressé, c'est pas ça qui manque. Et à partir du moment où vous objectivez quelque chose avec ça, il y a déjà un soulagement de dire ah mais oui, c'est donc vrai, il y a donc quelque chose de physiologique, quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui me dit pas ouais voilà bon non, ici quelqu'un m'écoute, déjà ça c'est intéressant. Et le deuxième élément, c'est de pouvoir vraiment faire la distinction d'un cas ou de l'autre, parce que vous voyez que ce ne sont pas les mêmes traitements. Par exemple, chez Myriane, on va lui donner plutôt dans les plantes adaptogènes, parce qu'en fait, vous avez sûrement déjà entendu tous parler de plantes adaptogènes, et parfois les gens ont l'impression que les plantes adaptogènes, elles ont la capacité exceptionnelle de s'adapter dans tous les sens. C'est pas vrai. Les plantes adaptogènes, elles permettent de s'adapter dans un sens ou dans l'autre, évidemment. Et donc, l'ashwagandha et le rhodiola, qui sont des plantes adaptogènes très connues et très intéressantes, elles sont plutôt des plantes qui vont diminuer l'hyperréactivité de la surrénale au stress. Donc c'est vraiment très intéressant quand on est dans cette phase-ci. Et puis, de l'autre côté, vous avez, c'est quelqu'un qui est épuisé, alors on va plutôt, à ce moment-là, bon, évidemment, quand même rendre compte quelque part de la gravité de la situation, de la nécessité de se reposer, de modifier des choses. Enfin, c'est tout le côté hygiéno-diététique lié aux professionnels, etc. Mais on va plutôt utiliser le maca, qui est un puissant antioxydant mitochondrial, parce qu'effectivement, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, cette oxydation des mitochondries, s'ils sont à ce stade d'épuisement, autant vous dire que l'oxydation a déjà eu le temps de se produire depuis un moment et qu'elle est forte. Donc on va utiliser des antioxydants, la mitochondrie comme le maca, la myrrhe des Indes, le schisandra, qui en plus a une action androgénique. Le pin sylvestre va aussi avoir une petite action stimulante sur la surrénale. Chez les gens qui sont hypotendus, vous pouvez même utiliser la réglisse, qui est aussi intéressante par rapport à l'hypotension. Donc ça, ce sont plutôt les plantes que vous allez utiliser ici. Et chez SIMP, évidemment, le principe, si vous demandez l'analyse via le labo, vous allez avoir tout un protocole explicatif avec les résultats, l'interprétation des résultats et les propositions de traitement. Vous faites encore ce que vous voulez, évidemment, mais les propositions de traitement, comme ça, et voilà, il faut plutôt donner tel type de plante adaptogène ou ceci ou cela. Alors, l'évolution des profils dans les deux cas, donc vous voyez que Myriane, ça c'était en mai 2022, on est ici en août, donc 3 mois plus tard, et bien on voit qu'elle retrouve déjà un quart, donc elle ressort, et le truc c'est comme elle est un peu du genre hyperexcité, le quart il est un peu violent, donc ça c'est trop. Normalement ça devrait quand même être plus petit, mais bon, c'est mieux ça que ça. Donc elle retrouve déjà un quart, et elle retombe un peu déjà à midi à un niveau plus acceptable, à 22h à un niveau plus acceptable. Donc ici ça se normalise, donc on voit qu'on retourne vers une courbe beaucoup plus normale. Et chez François, qui a une évolution clinique remarquable, entre parenthèses, avec tout ça, il a pu retourner travailler 6 mois après. Donc c'était parce que c'est quelqu'un. Vous avez des gens qui ont des burn-out parce qu'ils sont aussi dans des situations professionnelles de harcèlement ou insupportables. Ils n'ont pas du tout envie de remettre les pieds là où ils sont. Et puis il y a des gens qui ont des burn-out parce qu'ils ont trop donné et qui sont épuisés, mais ils ont envie de retourner travailler, ce qui était son cas. Et donc ici, on voit que il est en train de remonter, il passe aussi par cette phase, il fait le chemin en arrière, donc là il est encore ça s'agite encore pas mal, mais au moins on est revenu vers des niveaux convenables, et là c'est en train de s'apaiser vers une courbe beaucoup plus normale. Alors, oui, ici un petit mot sur les plantes dont je vous ai parlé. Donc le rhodiola est une plante qui a un double intérêt, donc on sait qu'elle va diminuer la réactivité au stress, ça c'est très important, et elle a aussi quand même un effet intéressant au niveau énergétique, au niveau de l'ATP. Ce sont des études qui en parlent. Alors il y a une très belle étude qui a été faite sur l'ashwagandha, qui est une plante que je préconise souvent chez les patients qui sont justement dans cette situation de stress en phase hyper, on va dire.
eh bien, ils ont fait une étude de 60 ans, donc 60 jours, pardon, randomisés en double aveugle, donc vraiment dans ce qui est le nec plus ultra de l'étude scientifique, c'est l'étude, hein, c'est randomisé, double aveugle, contrôle placebo. Après ça, il y a la méta-analyse, quoique la méta-analyse, on mélange un peu tout, donc parfois on obtient des trucs bizarres, mais ça, pour moi, c'est le top, c'est ça. Et donc, ce qu'ils ont constaté, c'est que par rapport à une situation de stress importante, eh bien, le taux de cortisol ou de DHEA était moins suragité dans la première phase de stress quand chez les patients qui étaient sous ashwagandha par rapport au placebo. Ils ont aussi utilisé des questionnaires, hein, donc de stress, des scores, si vous voulez, des scores, des échelles de stress, que ce soit le DAS ou le HAM, enfin peu importe, c'est technique, mais on a vu que effectivement sous ashwagandha, les résultats étaient meilleurs. Alors le maca, donc le ginseng péruvien, alors il n'y a pas que le péruvien, vous avez aussi le ginseng rouge, vous avez le ginseng coréen, vous avez l'éleutérocoque et le ginseng sibérien, etc. Mais le maca en particulier a un effet très intéressant au niveau antioxydation de la mitochondrie, et on sait que justement il a des effets bénéfiques aussi sur la prévention des dommages musculaires liés à l'oxydation du mitochondrial musculaire en cas de stress oxydatif. Donc, on a parlé des plantes adaptogènes, qu'on va justement, c'est très important de choisir l'une ou l'autre, et puis alors un autre élément, hein, qui est aussi proposé en général, c'est le patient dans cette situation, c'est bien entendu de soutenir cette fameuse mitochondrie. Alors en premier lieu, il y a les antioxydants. Donc, il y a le ginseng dont je vous ai parlé, mais dans les antioxydants, vous avez aussi le glutathion, l'acide alpha-lipoïque, le sélénium, ce sont tous des mélanges d'antioxydants qui peuvent être utilisés. Il y a des complexes, j'en ai parlé tout à l'heure, des choses dont a besoin la mitochondrie pour produire l'énergie, donc le Q10, la B2, B3, le fer et la carnitine. Carnitine qui est très importante pour faire entrer justement les nutriments dans au niveau de la phosphorylation oxydative, c'est là où on produit toute cette énergie. Et alors le magnésium. Donc le magnésium fondamental. Le magnésium, comme vous savez, c'est un élément qui est terriblement important dans le stress parce que on sait que quand on est stressé, eh bien, on va surconsommer son magnésium. Il y a une fuite, en fait, il y a une fuite urinaire de magnésium qui est présente en cas de stress. Et alors l'inconvénient, c'est que le fait qu'il y ait une fuite urinaire de magnésium, il va y avoir une déplétion sanguine en magnésium, et cette déplétion en magnésium va augmenter la réactivité de la surrénale au stress. Vous voyez un peu le cercle vicieux. Donc vous êtes stressé, vous perdez du magnésium, mais comme vous manquez de magnésium, vous êtes encore plus sensible au stress. Donc c'est terriblement important de pouvoir corriger les patients stressés en magnésium, évidemment. Et en plus de ça, au niveau de la mitochondrie, le magnésium est indispensable pour l'activité d'une enzyme qui s'appelle l'ATPase, qui est l'enzyme qui va libérer l'ATP à la fin de la chaîne de production. Voilà, ça ce sont quelques références supplémentaires. Et donc, je voulais quand même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et que le sujet d'aujourd'hui c'était la surrénale, je ne sais pas, vous voulez peut-être qu'on pose quelques questions ou je passe direct à la suite. Moi j'ai une question. Oui. C'est juste sur la durée, quand vous avez montré les courbes avec les traitements, est-ce que vous avez pu établir qu'il fallait à peu près 3 mois et pourquoi cette durée ou c'est pas forcément systématique? Non, c'est une très très bonne question. En fait, c'est vrai qu'en général, je considère 3 mois. Effectivement, 3 mois de traitement pour avoir un impact, c'est quelque chose qui n'a pas un impact du jour au lendemain. Les gens peuvent se sentir mieux avant ça. Il ne leur faudra pas 3 mois pour qu'ils se sentent mieux, sinon ils arrêtent. Non. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. Mais ça, déjà parfois, en 15 jours, les gens sentent la différence. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est dans cette phase au niveau surrénalien évolue, et vous faites de l'analyse, on voit que c'est le cas, vous avez le protocole, etc., avec toute la supplémentation proposée, par exemple, ashwagandha, magnésium et 3 autres choses,
les gens, en général, après 15 jours, ils sentent une différence. 15 jours permettent de sentir une différence, mais si on veut vraiment voir un effet sur la courbe, là, parce que la courbe monte, c'est vraiment... Si vous faites une courbe comme ça, le lundi, une autre le mardi, une autre le mercredi, ça va être plus ou moins la même chose, la même courbe. Ça ne varie pas d'un jour à l'autre en fonction de la situation de stress de la journée. C'est beaucoup plus lié à la situation fonctionnelle de la glande. Si cette glande est épuisée, ou si elle est... Voilà. Et donc, pour que ça se modifie, il faut quand même compter 3 mois, quoi. Tout comme quand je fais des traitements du microbiote, je ne réévalue pas un microbiote avant 4 à 6 mois de traitement, sinon c'est trop tôt. Non, alors on va passer à la suite. Donc, je parlais dans la première slide du stress et du viscéral. Donc il y avait le stress et le système locomoteur direct, il y a le stress, le viscéral, le système locomoteur, et la colonne en particulier. Et en fait, qui dit stress et viscéral dit évidemment l'axe intestin-cerveau. Alors quand on parle de l'axe intestin-cerveau, ça va dans les deux sens. Le fameux gut-brain axis, il y a la communication qui va de l'intestin vers le cerveau, qui apparemment, enfin qui contient d'ailleurs 2 fois plus de voies au niveau anatomique que celle dans l'autre sens. Et là, c'est pas différents mécanismes, ça j'y reviendrai si vous voulez lors d'une autre conférence plus axée sur le microbiote. Mais, et puis alors il y a l'axe cerveau-intestin. Et dans l'axe cerveau-intestin, c'est extrêmement important parce qu'on est en train de piger des mécanismes qu'on ne comprenait pas. On savait très bien que finalement, quand on était stressé, ça pouvait avoir un impact sur le microbiote et la paroi intestinale, mais on ne savait pas du tout comment ça se passait. Et donc là maintenant, on a déjà plus d'infos. Alors il y a une première voie, c'est évidemment la voie du nerf vague. Ça, je vous ai montré tout à l'heure, la voie du nerf vague est très importante parce qu'elle va jouer sur la motricité, sur la sensibilité et donc sur l'hypersensibilité viscérale. Il faut savoir que l'hypersensibilité viscérale, c'est le point sur lequel tout le monde est d'accord à propos du côlon irritable. On sait que c'est une hypersensibilité viscérale. Maintenant, quelles sont les causes? On sait qu'il y a plusieurs formes de côlon irritable, mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Mais donc, l'hypersensibilité viscérale via le nerf vague, ça c'est une chose. Mais alors il y a une autre voie qui est extrêmement intéressante, c'est que via le système adrénergique dont on vient de parler, eh bien, ce système adrénergique va stimuler la production au niveau des entérocytes, donc des cellules intestinales, de ce qu'on appelle des sérines protéases. Alors c'est quoi ces trucs-là? Je vais aller un petit peu plus loin pour vous expliquer ceci. Je crois qu'il y a une slide plus loin, ce sera plus facile. Voilà. En fait, si vous prenez l'intestin, donc vous avez l'intestin grêle, vous avez le côlon, eh bien, on a démontré que le mucus qui protège la paroi n'est pas du tout le même au niveau du grêle et au niveau du côlon. Au niveau du grêle, on a un mucus qui est très lâche, et dans laquelle les bactéries se promènent tranquillement. Pourquoi ce mucus est lâche, à votre avis? Vous avez une idée? Dans le grêle? Voilà, l'absorption. En fait, il est lâche parce qu'au niveau du grêle, forcément, c'est là qu'on va absorber les nutriments. Donc, à la fois, on va absorber donc, les protéines, les glucides, les lipides, et puis on va aussi produire des enzymes, la lactase, la diaminoxydase, les protéases, enfin, etc. On va produire un tas de substances et on va absorber. Donc c'est clair qu'il faut qu'il y ait absolument un échange possible. Et alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, comment ça se fait? Si le mucus est lâche, on peut avoir des bactéries pro-inflammatoires qui vont venir se mettre au niveau des cellules, qui vont stimuler l'immunité et créer des problèmes. Alors, ce que le corps a trouvé pour éviter ça, eh bien, il y a 2 techniques. La première, qui est la plus importante, c'est la rapidité du transit grêle. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle ça va, ça permet qu'il n'y ait d'abord pas beaucoup de bactéries. On a une quantité de bactéries dans le grêle qui est assez modérée. C'est surtout dans le côlon qu'on a un rapport en 10 exposant 3 à 10 exposant 14 entre le grêle et le côlon. Et donc, qui est assez modéré. Et on a aussi des cellules spécialisées
qui sont les cellules qui produisent des substances qui vont détruire certains types de bactéries. Et donc, on a ce système-là qui permet d'éviter les problèmes. D'où on se rend compte, évidemment, que si on a un problème de motricité du grêle et qu'on a un ralentissement du transit, ce qu'on retrouve, on sait que c'est la première cause de colon irritable, en fait. C'est le SIBO, comme on dit, c'est la prolifération de bactéries excessives dans l'intestin grêle. Et la première cause de prolifération excessive de bactéries dans l'intestin grêle, c'est post-infectieux. Il faut savoir que si vous ramassez un jour une tourista, une intoxication alimentaire X ou Y, eh bien, vous avez une chance sur 9, ou une malchance sur 9, plus exactement, que les anticorps que vous allez produire contre la toxine de la salmonelle, Shigella, des bestioles qui va vous donner cette infection intestinale, va reconnaître une de vos protéines du complexe moteur de l'intestin grêle qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la toxine, et elle va se tromper, et crac, elle va l'attaquer, et donc ça va réduire votre motricité. Alors il y a d'autres causes, comme des causes psychiques, justement via le sympathique. Là-dessus, l'hypothyroïdie, enfin, il y a différentes causes, mais ça c'est vraiment une cause majeure. Et alors dans ce cas-là, c'est très ennuyeux parce que vous allez avoir des bactéries qui stagnent. Et alors un des symptômes, évidemment, c'est que quand vous mangez ce qu'on appelle les FODMAP, tous les aliments fermentants, genre les poireaux, les oignons, les pois chiches, les choux, etc. Eh bien, ces bactéries qui sont dans le grêle, alors qu'elles ne devraient pas y être, elles vont se nourrir de ces fibres. Et elles vont produire des gaz, donc ça va vous donner les ballonnements, l'inconfort, mais pas que, parce que comme justement on n'a pas de la couche ici, si on a une prolifération bactérienne à cet endroit-là, ben vous allez avoir bien entendu des mauvaises bactéries, parce qu'on sait que dans le microbiote du grêle, vous avez aussi beaucoup de bactéries inflammatoires, des coli, des Klebsiella, des entérobactères et tout ça, qui vont enflammer l'intestin, créer un leaky gut, et qui peut alors amener à avoir des passages de ces fragments de protéines alimentaires non digérés, des fragments de protéines de lait, de blé, etc., qui vont stimuler votre système immunitaire, et puis, etc. Donc c'est un élément important. Et puis, dans le côlon, comme dans le côlon, il y a énormément de bactéries qui stagnent là, eh bien, le corps a trouvé une solution, c'est de mettre une deuxième barrière pour protéger justement la muqueuse de toutes ces bactéries. Donc ça c'est très important. Et pour que cette barrière existe, on a besoin de bonnes bactéries et on a besoin de nourrir ces bonnes bactéries avec les fameux prébiotiques, on les appelle. Ça c'est très important. Et alors pourquoi est-ce que je parlais de ça moi ? Ah oui, voilà, pour ça. Parce que effectivement, au niveau du système nerveux, comme j'expliquais tout à l'heure, via le système adrénergique, on va pouvoir stimuler ici la production de ce qu'on appelle des sérines protéases. Donc en fait, ce sont des protéases, donc des enzymes, qui vont détruire la sérine, qui est en fait un des acides aminés. En fait, toutes les chaînes de mucus, il y a 3 acides aminés, la sérine, la thréonine et la proline, pour la petite histoire. Et donc, ça va aller couper ces liens, tac, tac, tac. Et donc, du coup, certaines bactéries pro-inflammatoires vont pouvoir être en contact avec le système immunitaire et créer de l'inflammation. Et ça, c'est un des mécanismes qui a été identifié. Et alors, ça va amener, évidemment, suite à ça, la production et le passage aussi de lipopolysaccharides, enfin des substances inflammatoires. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que là, vous allez avoir une tête comme un building. Bon. Et donc, je disais que ces perturbations vont effectivement altérer la protection de la muqueuse. Et de ce fait, on va avoir déjà un phénomène inflammatoire lié à ça. Mais en plus, comme la protection est altérée, les gens vont réagir sur un tas d'éléments. La muqueuse est un peu à nu, qui sont irritants. Par exemple, la lectine du blé, les tanins du vin rouge, les piments, ou alors la bile. Quand on mange plus gras, on produit plus de bile. Donc tout ça va pouvoir irriter la muqueuse et donner aussi une hypersensibilité viscérale. Et cet état micro-inflammatoire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que des bactéries vont stimuler l'immunité, va pouvoir faire qu'on va avoir des cytokines inflammatoires, donc des messagers de l'inflammation, qui vont aller activer des récepteurs à la douleur.
et tout ça va vous faire mal. Bon, c'est un petit peu complexe comme ça, mais c'est pour vous montrer que le microbiote maintenant est quand même quoi qu'en disent certains, il est évident qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore inconnues, hein, ça c'est une certitude, mais il y a beaucoup de choses qui sont connues aussi, et on commence à pouvoir faire des choses intéressantes avec le microbiote en clinique. Ici, voilà, c'est un graphique qui montre l'impact du nerf vague sur justement la production de cytokines inflammatoires. Il a justement une action inhibitrice via l'acétylcholine sur ces cytokines inflammatoires, à l'inverse de ce qui se passe avec l'activation surrénalienne. Et donc, quand on parle d'inflammation intestinale et de microbiote, donc je vous ai parlé effectivement du mucus, qui est un élément fondamental dans la protection. Et chose intéressante, si on considère, vous voyez ce qui est ici en orange, rose, là c'est un mucus qui est très, très peu épais, une couche de mucus protectrice très peu épaisse, et plus on avance par ici, plus ça devient épais. Et en fait, on voit que dans la zone iléocécale, et encore au début, eh bien, on a un ratio, si je puis dire, sur la quantité de bactéries par rapport à la protection de la paroi qui est beaucoup plus faible que si on avance par là. C'est bien fait aussi parce que par ici, on a théoriquement plus de bactéries, style des lactos, des bifidos, des fécalibactériums et tout ça, des bactéries fermentatives qui vont créer un pH dans lequel les mauvaises ne se sentent pas bien, elles vont aller plus par là, et là, la muqueuse est mieux protégée. Ça, c'est en théorie quand tout va bien, évidemment. Et donc, on comprend vite que si le microbiote est perturbé, avec peu de protection ici, ben, c'est peut-être pas par hasard que c'est souvent là que ça se passe, du côté, dans la fosse iliaque droite. Hein. Alors, un petit mot aussi encore sur ces fameuses bonnes et mauvaises bactéries. Donc, si on prend ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, ou le syndrome de l'intestin irritable, comme on veut, il y a ce qu'on appelle des signatures microbiotes. C'est-à-dire que vous avez... Clairement, on a étudié des patients qui souffrent de côlon irritable et on a regardé quel était leur microbiote finalement. On a fait ça pour des patients qui souffrent d'Alzheimer, qui souffrent de maladies inflammatoires de l'intestin, de diabète, d'obésité, de spondylarthrite, etc. Donc on sait qu'il y a maintenant des signatures microbiotes, comme on appelle ça, liées à un tas de pathologies, signatures qui sont certainement incomplètes, hein, mais en tout cas, elles ont déjà le mérite d'exister. Et on a vu que dans ces signatures, par exemple, dans la signature du microbiote dans le côlon irritable, eh bien, vous avez des bactéries bénéfiques qui sont diminuées. En premier lieu, le Faecalibacterium prausnitzii, qui est une bactérie hyper importante. Vous avez un de vos collègues qui est un gastro-entérologue ici, qui donne cours aussi à Paris Descartes, qui fait de la recherche sur cette bactérie. Il est complètement obsédé par cette bactérie. Et lui, il essaye de trouver un postbiotique, on appelle ça. Donc un postbiotique, c'est une substance produite par une bactérie qui a des effets spécifiques. On avait un chercheur belge qui avait trouvé un postbiotique à partir de la Akkermansia pour faire maigrir, mais bon, ça n'a pas marché terrible, parce qu'il y en a d'autres qui jouent et puis ça coûtait très cher. Mais bon, bref, lui, il est en train d'essayer de trouver un postbiotique sur le Faecalibacterium, parce que ce Faecalibacterium est une bactérie, quand même, on en a quand même 8% dans notre microbiote, donc c'est quand même assez importante en quantité. Et elle a deux rôles fondamentaux. Le premier, c'est de stimuler la production de mucus qui protège la paroi. Et le deuxième, c'est produire les fameux acides gras à chaîne courte. Vous avez déjà entendu parler des acides gras à chaîne courte. Donc, les acides gras à chaîne courte, ce sont donc, comme le nom l'indique, des acides gras à chaîne courte. Donc, ils sont quelques atomes de carbone. Et comme le butyrate en particulier, qui est le plus important. Et ces acides gras à chaîne courte vont avoir plusieurs propriétés. La première, c'est de nourrir le côlon. Donc en fait, les cellules coliques se nourrissent de butyrate. Ils ne se nourrissent pas de glucose, ils ne se nourrissent pas de glutamine, ils se nourrissent de butyrate. Parce que parfois on donne souvent de la glutamine dans les problèmes de leaky gut, etc. Ça, la glutamine est intéressante surtout au niveau du grêle. Mais dans le côlon, c'est le butyrate qui est produit essentiellement par le Faecalibacterium, mais aussi par les Eubacterium, Roseburia, Ruminocoque, Akkermansia. Tout ça produit ces acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte, non seulement sont le fuel du colonocyte, diminuent l'inflammation dans le côlon, mais aussi traversent. Donc il y en a qui sont utilisés par le côlon, puis il y en a d'autres qui vont plus loin. Et on sait qu'ils vont avoir un impact
dans la prévention, par exemple, de la neuroinflammation cérébrale. Dans la prévention d'Alzheimer, par exemple, ils vont avoir un impact pour diminuer l'inflammation au niveau respiratoire, dans l'asthme, etc. Donc c'est vraiment terriblement important. Et il y a aussi alors les lactobacilles, évidemment, qu'on connaît mieux, hein, qui eux vont servir à produire du lactate qui va justement acidifier le milieu pour pas que les mauvaises bactéries s'implantent, et qui produisent des bactériocines. Donc ce sont carrément des antibiotiques produits par notre flore intestinale pour tuer certaines mauvaises bactéries. Et alors les bifidobactéries qui sont très importants parce que c'est ce qu'on appelle les dégradeurs primaires. Donc c'est eux qui vont prendre en charge les fibres en premier lieu, et puis qui vont, à partir de ces fibres, produire d'autres substances qui vont entre autres nourrir les Faecalibacterium. C'est ce qu'on appelle le cross-feeding. Et donc ça c'est très important. Stimuler la production de mucus aussi, ça un petit peu. Et alors inhiber les sérines protéases, les fameuses sérines protéases, donc qui sont produites en capillage. Et alors, il y a des bactéries à effet négatif. Donc, comme je vous dis, c'est un peu un teasing aujourd'hui. Je n'entre pas dans le détail au niveau du microbiote. Mais donc, on sait qu'il y a, par exemple, le Dorea, qui est une bactérie qui grignote le mucus et qui produit des gaz, donc qui est très souvent associé au cibohydrogène. Les alistipes. Alors, les alistipes, ce sont des bactéries qui sont très résistantes, très inflammatoires et qui ont été fortement impliquées dans tout ce qui est dépression, anxiété, tout le lien entre le microbiote et le stress, par différents mécanismes, par des cytokines inflammatoires, mais aussi parce que ce sont des bactéries qui sont capables de produire une enzyme qui dégrade le tryptophane. Donc le tryptophane qui normalement doit être absorbé pour produire de la sérotonine dans le cerveau, eh ben, ces alistipes vont produire une tryptophanase et qui va dégrader le tryptophane et donc il ne va pas pouvoir être absorbé. Alors il y a aussi des bactéries qui produisent de l'H2S, ça c'est très méchant parce que celles-là, elles détruisent le mucus et en plus elles sont très inflammatoires. Et alors il y a les méthanobrevibactères, c'est des bactéries qui elles produisent du méthane, qui génèrent en général des cibométhanes, donc des problèmes de côlon irritable aussi, mais avec beaucoup de ballonnement. Souvent associés aux candidats, c'est la grande copine des champignons en question. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est quand on demande un microbiote par exemple, là, c'est un exemple de résultat de microbiote, mais qui s'est encore un peu complexifié plus récemment. Et donc, vous avez différentes bactéries. Et alors, ce qui va être évidemment travaillé par l'algorithme et traité, hein, ce sont les différents problèmes qui peuvent se poser, qui vont être, bien entendu, travaillés par rapport aux résultats qui sont là et qui vont être bien souvent en lien avec les plaintes ou l'inconfort de votre patient. Par exemple, le problème numéro 1 ici, c'est un excès de bactéries qui sont, donc ce sont par exemple un excès de bonnes bactéries, ça peut être un problème parce que ce sont des bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte et donc c'est bien, mais quand elles produisent aussi de l'hydrogène, et si elles sont là en excès, ben, ça pose des problèmes. Ici, le Dorea, j'en ai parlé, ça produit de l'hydrogène et ça détruit le mucus. Donc ça, un excès de Klebsiella qui peuvent aussi produire de l'hydrogène et de l'alcool. D'ailleurs, ce sont ces fameuses bactéries qui font que même si on ne consomme pas d'alcool, on peut avoir un foie gras. Hein, parce que vous savez, à l'époque, on avait constaté que les gens qui avaient une cirrhose du foie, c'était bon, parce qu'ils buvaient, donc c'était alcoolique, pouf. Puis on a découvert la cirrhose non-alcoolique, la non-alcoolique fatty liver disease, comme on dit, puis non-alcoolique steatosis hepatitis, donc qui sont les deux évolutions d'un foie gras non-alcoolique. Et alors, la première version qu'on connaissait, c'est dans le diabète. On sait que dans le diabète, il y a l'insulinorésistance va favoriser ça. Et puis on a découvert une deuxième version, ce sont des patients qui ne sont pas alcooliques, qui ne sont pas diabétiques, qui n'ont pas d'insulinorésistance et qui malgré tout font un foie gras. Et on a vu avec leur microbiote qu'ils avaient un microbiote qui allait en fait fermenter les fibres et faire de la fermentation alcoolique. Pas de bol. Hein, et ça, c'est, voilà. Donc dans ce cas-là, évidemment, ça se traite aussi. Mais enfin, bon, bref, tout ça veut dire qu'ici, dans le problème numéro 1, ce sont des gens qui vont avoir un inconfort parce qu'ils ont des bactéries qui produisent des gaz. Voilà. Ici, dans le problème numéro 2, par exemple, ce sont des bactéries pro-inflammatoires. Dans le problème 2 bis, ce sont aussi des pro-inflammatoires, mais pas les mêmes. Ce sont des pro-inflammatoires qui produisent du soufre. Ça ne se traite pas de la même manière, ceci que ceci. Par exemple, ça va plutôt être sensible à l'origan
Ça va plutôt être sensible à la berbérine. Vous voyez, ce sont au niveau approche naturelle. Ici, par exemple, c'est dans le problème numéro 5, ce sont des gens qui ont un déficit en bactéries qui se battent contre les candidats. On sait par exemple que le Bacteroides tetaiota omicron est une bactérie qui va produire des substances pour détruire la paroi des candidats. À l'inverse, le Methanobrevibacter, lui, va nourrir le candidat. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir savoir dans quelle situation on est et ce qui peut être donné aux patients. Est-ce que le jeûne total ou le jeûne intermittent peut avoir un impact sur le microbiote Absolument. Que ce soit positif ou négatif? Alors, le jeûne intermittent, c'est bien connu, ça a un impact très positif. Donc, on sait que le jeûne intermittent va favoriser la croissance d'Akkermansia, par exemple, et d'un certain nombre de bonnes bactéries. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, le jeûne total, c'est plus compliqué parce que oui, ça va avoir un effet momentané, mais c'est plus complexe que dans le jeûne total. Ce sont en général des périodes assez courtes, on ne fait pas de jeûne total pendant, c'est plus compliqué à évaluer, parce que dans le jeûne total, il y a certainement, on va diminuer, on va augmenter, comme on le fait dans le jeûne intermittent, à un certain niveau, un certain nombre de bonnes bactéries et diminuer un certain nombre de bactéries pro-inflammatoires, comme des protéobactéries, des choses comme ça, qui sont nourries, plus particulièrement quand on mange trop de protéines et ce genre de choses. Donc ça, c'est certainement bien. Par contre, il faut se méfier d'une chose dans le jeûne total, c'est que vous avez des bactéries comme les Bacteroides, qui est une famille, qui est la deuxième plus grande famille de bactéries, si vous voulez, quand on prend les grandes classifications. Eh bien, ces Bacteroides, elles sont omnivores. Et elles mangent de tout. Donc, si vous leur donnez des fibres, elles mangent des fibres. Si vous leur donnez des protéines, elles mangent des protéines. Et donc, elles vont être bien ou pas bien en fonction de ce qu'on leur donne à manger. Et si on leur donne rien à manger, elles mangent votre mucus. Alors ça, il faut faire gaffe. Donc, je veux dire que quelqu'un qui aurait, imaginons, un microbiote avec beaucoup de Bacteroides et qui fait du jeûne pendant un certain temps, ben, il va être bien pendant le jeûne, forcément, parce que là, en général, le système digestif au repos, on est rare. Bon. Au niveau digestif, on est rarement mal quand on fait un jeûne. Mais par contre, il va peut-être se retrouver pas bien après, quoi. Parce que finalement, ces Bacteroides ont fait ça. Par contre, quelqu'un qui n'est pas dans ce cas de figure d'un excès de Bacteroides et qui en plus manque d'Akkermansia, s'il fait un jeûne, son microbiote va être sûrement mieux après. Donc en général, bon, c'est parce que là j'ai été chercher un cas qui est quand même pas inutile à savoir, mais en général c'est bon, en tout cas. Et en tout cas, certainement le jeûne intermittent c'est bon, ou alors le fameux, allez, comment ça s'appelle encore, par ces cures qui sont à faire. Le fasting mimicking diet, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, donc c'est la cure qui imite le jeûne. Oui, on mange uniquement un certain nombre d'aliments et avec un nombre de calories assez faible sur une journée. Et ça, ce sont des cures qui sont à faire pendant... c'est recommandé de faire ça, par exemple, 10 jours, une fois par an, ou choses comme ça. Mais voilà, mais ça c'est très... Bon, allez, je te passe la parole. Merci beaucoup. Déjà, je pense qu'on peut quand même l'applaudir pour son savoir. Du coup, ici, avant que Thaïlande embraye sur la partie plutôt ostéopathie, j'ai vu vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Simp et justement comment est-ce que vous pouvez facilement proposer l'analyse du cortisol dont on a parlé ou l'analyse du microbiote à vos patients lorsque vous sentez qu'il y a un besoin. Donc, chez Simp, notre but, c'est vraiment, comme on l'a expliqué ici, de voir s'il y a un inconfort chronique. Du coup, on parle d'inconfort chronique, des patients qui reviennent chez vous avec les plaintes de manière continue, vous sentez qu'ils reviennent pour la 3e fois la même année avec la même lombalgie ou dorsalgie, de voir s'il n'y a pas certains déséquilibres biologiques, comme on l'a vu au niveau du cortisol ou au niveau du microbiote, qui peuvent expliquer les inconforts. Donc pour ça, on a rendu le processus le plus facile possible, parce que c'est souvent compliqué d'avoir un relais où on peut investiguer cela, où on a un questionnaire en ligne qui nous permet de reprendre les inconforts de votre patient et de pouvoir proposer quelle analyse va être intéressante dans cette situation. Nous, on travaille avec beaucoup d'ostéopathes déjà en Belgique et ils ont souvent ce petit prospectus qui leur permet derrière
de dire ah, je pense que l'analyse du microbiote peut être intéressante dans votre cas, ou ce serait peut-être intéressant de faire l'analyse du cortisol. Après, c'est à eux de décider s'ils le font ou pas à la maison. On a beaucoup d'instructions, on a une chaîne de podcast, d'ailleurs on tourne un épisode demain matin, où on parle beaucoup de ces sujets, donc ils peuvent se renseigner aussi de leur côté, voir s'ils ont envie de faire une analyse ou pas, et vous pouvez un peu les guider, comme ça ils se souviennent le nom de l'analyse dont vous avez parlé, parce que souvent ils oublient quand ils sortent du cabinet. Et donc une fois qu'ils ont répondu au questionnaire, on leur propose certaines analyses, ils choisissent laquelle ils veulent faire et c'est envoyé à domicile pour faire des prélèvements chez eux. Donc comme on l'a montré pour le microbiote, ils reçoivent une boîte comme ceci chez eux qui permet de garder tous les échantillons à température une fois qu'ils les renvoient, parce qu'il y a un cool pack ici qui met au congélateur, ils remettent dans la boîte, ils referment la boîte et ils envoient leur échantillon directement. Il y a un bon chronopost qui est prépayé, ils déposent ça dans un centre chronopost et on a une logistique spéciale pour la France qui renvoie les échantillons au laboratoire dans le temps nécessaire pour que les échantillons restent de bonne qualité. Ici on a par exemple l'analyse du microbiote qu'on a déjà montré, l'analyse du cortisol salivaire. Donc il est nettement plus simple que de se faire piquer en effet 5 fois sur la même journée. Ils ouvrent ici, ils mettent un petit coton-tige dans la bouche 1 minute, ils referment, ils remettent dans le sac. Et voilà, ils font ça au réveil. Ça permet d'avoir déjà une mesure directement au réveil et vraiment 30 minutes top chrono après le réveil. Et puis midi, 18h, 22h, ils peuvent même prendre ça avec eux au travail. C'est assez facile. Après, on a d'autres analyses comme l'analyse de la candidose. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est un champignon qui se développe et qui est la cause de beaucoup aussi d'inconfort, que ce soit au niveau plutôt physique, digestif ou même plutôt neuro. On en parlera la prochaine fois quand on fera vraiment un focus sur le microbiote et sur la candidose, même si on est déjà rentré dans pas mal de détails aujourd'hui. Et puis on a, ça c'est une analyse urinaire. Et puis on a une autre analyse urinaire pour les neurotransmetteurs. Donc là, ils peuvent collecter un petit échantillon urinaire et ça permet de voir la production et circulation de la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Voilà. Mais de nouveau un sujet dont on n'a pas trop discuté aujourd'hui, mais on discutera peut-être une autre fois. Ensuite, ils renvoient ça au laboratoire et là, ils reçoivent un rapport. Arthur va vous donner une version d'un rapport. En fait, qui est un premier rapport visuel qui leur permet de rendre les choses très visuelles. Parce que comme on expliquait tout à l'heure, juste parfois le fait de voir, ah oui, en fait, j'ai ma surrénale qui est épuisée, je le vois ici de manière objective, ça soulage déjà parfois, juste de le savoir, de le voir. Et donc ici, on a rendu la chose la plus visuelle possible. Vous verrez, je vous ai aussi mis 2-3 prospectus et la liste des prix, parce qu'on nous demande souvent la liste des prix, je reviendrai après, mais comme ça, vous l'avez déjà. Et ça permet d'avoir une vue sur ce qui se passe, de comprendre et puis de faire le lien avec qu'est-ce qui peut être fait au niveau nutritionnel, que ce soit dans l'alimentation ou au niveau des compléments alimentaires. Nous, on ne travaille pas avec une société de compléments alimentaires, on travaille avec plusieurs laboratoires, en fait tous les laboratoires qui ont un produit intéressant à un moment donné, et on permet aux patients de se fournir via un site qui est multimarque. Et donc comme ça, voilà, nous on fait une proposition, après à eux de voir s'ils veulent ou pas la faire. Ils peuvent en discuter avec leurs professionnels de santé, que ce soit vous ou s'ils sont suivis à côté par un nutritionniste ou un médecin qui peut leur conseiller là-dessus. Parce qu'au niveau du suivi, donc soit s'ils viennent de la part d'un professionnel où il y a déjà un suivi au niveau nutri qui peut se faire au centre, c'est très bien, mais on a beaucoup de personnes qui après demandent s'ils peuvent avoir une consultation. Et donc là, on permet aussi pour eux de faire une consultation en visio avec un professionnel qui peut leur aider. Puis voilà, comment est-ce que là j'ai plein de recommandations au niveau alimentaire, mais comment est-ce que je fais pour mettre ça dans mon assiette? C'est pas toujours facile. Et ça, c'est une version résumée. Vous recevez aussi la version par mail qui est accessible via le QR code. Il y a le rapport complet où là, on rentre vraiment dans les détails. Là, le résumé, c'est quelque chose de très résumé, mais après, il y a vraiment des détails qui sont donnés dans le rapport complet et que vous recevez par mail. Parce que quand le patient répond au questionnaire, on lui demande s'il vient de la part d'un professionnel de santé. Si oui, il peut sélectionner votre nom et alors on leur demande l'accord pour vous envoyer les résultats une fois qu'on les a. Voilà, donc ça c'est un peu le côté très pratique, mais je pense que la théorie a déjà été bien expliquée. Voilà un petit peu à quoi ressemble le questionnaire. On rentre vraiment dans les détails de leurs inconforts.
Ensuite, on travaille avec le laboratoire LIMS, qui est un laboratoire belge, mais qui est très fort présent en France, parce qu'au niveau européen, c'est un des laboratoires les plus avancés justement en biologie fonctionnelle, qui malheureusement n'est pas assez développé par assez de laboratoires. Mais nous, il nous permet de faire vraiment toutes ces analyses-là avec une précision qui est difficile à trouver, que ce soit au niveau de la qualité des techniciens, des machines. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas faciles à opérer. Donc on a un partenaire pour faire ça. Voilà, donc ça, j'en ai déjà parlé, le rapport. Ici, c'est juste un petit mot sur le questionnaire de suivi. Donc, après 2 mois, on leur envoie un petit questionnaire de suivi pour voir comment leurs inconforts sont améliorés. Parmi les personnes qui ont répondu à ce questionnaire, il y avait quand même 86,7% qui ressentaient une nette amélioration, c'est-à-dire que plus de la moitié de leurs symptômes avaient eu une nette amélioration. Et beaucoup des personnes ont commencé leur traitement. Ça souvent aussi, parce qu'ils comprennent, c'est aussi tout le but de ce rapport, c'est de rendre les choses compréhensibles, objectives, et du coup ça augmente vraiment leur motivation à démarrer le traitement, ou même parfois à se faire suivre. Parfois ils ne se font pas vraiment suivre sur le côté, à avoir envie de se faire suivre sur le côté, de rentrer plus en détail et de s'occuper plus de leur santé. Ah, voilà, ça c'est un suivi avec le professionnel. Ici il y a la liste des analyses qu'on propose. Avec les prix, vous avez les prix aussi, je vous ai mis les prix parce que souvent les patients, c'est une de leurs premières questions, c'est de demander combien ça va leur coûter. C'est un certain prix. Maintenant, généralement, par rapport à le parcours par lequel ils sont déjà passés, c'est encore relativement raisonnable. On voit souvent le nombre de consultations qu'ils ont déjà pris à gauche, à droite, de compléments alimentaires qu'ils achètent tous les mois parce qu'ils ne savent pas trop lesquels acheter. Voilà. Bon, après, en effet, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez proposer à tous les patients non plus, pas dans tous les cas. Mais souvent, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils sont prêts à le faire parce qu'on parle de plus en plus du microbiote, il y a un reportage Netflix, tout ça, et ils sont assez en fait demandeurs de ce genre de solutions. Bon, après, ça c'est à vous de voir évidemment avec le patient. Et en tant que professionnel de santé, vous avez 15% de réduction sur les prix qui sont affichés là. Donc au moment où on vous inscrit, c'est gratuit pour les professionnels, hein, vous ne devez rien payer. Mais vous recevez un mail avec votre code que vous pouvez donner aux patients, comme ça ils bénéficient de 15% par rapport à quelqu'un qui viendrait juste sur notre site sans venir de la part d'un professionnel. Moi je m'appelle Taylan Yilmaz, je consulte en Belgique. Donc je suis d'abord passé par différentes phases, d'abord l'éducation physique où j'ai eu ma licence. Je me suis dit c'est de la merde. Donc je suis passé à l'étape 2, la kiné, un master à Louvain-la-Neuve, ce qui m'a emmené en Belgique, donc je suis de Grenoble à la base. Et puis en finissant mon master, je me suis dit bon, c'est pas assez. Donc je suis allé faire la Steel Academy à Lyon. La Steel Academy à Lyon et j'ai terminé à l'IAO, donc la International Academy of Osteopathy en Belgique, pour avoir mon DO là. Donc ça fait plus de 10 ans que j'exerce de l'ostéopathie à temps plein. Et voilà, donc différents types d'ostéopathie. Je ne sais pas si en France vous vous dissociez, en Belgique ils aiment bien se dissocier. Une absurdité, mais ils aiment bien se dissocier. Nous on ne se dissocie pas dans notre pratique. On essaie d'être le plus large et le plus global, bien évidemment, en gardant bien évidemment aussi le trust à disposition. C'est quelque chose que je fais quotidiennement. On va essayer, nous, en reprenant les motifs de consultation pour lesquels les patients vont venir vous voir sur la thématique qui nous intéresse, voir comment on peut les traiter, les points à vérifier selon le motif de consultation, et derrière la dynamique qu'on pourra engendrer à travers nos soins ou à travers le complément ici qu'on vient de voir, dans les chronicités notamment. Alors la surrénale, on ne va pas la reprendre, mais glande endocrinienne paire, asymétrique, rôle très important dans la libération des hormones, mais aussi dans l'homéostasie, donc dans l'équilibre interne du patient par rapport à son environnement externe. Pourquoi les patients viennent nous voir ? Donc, quelles sont les conséquences d'un stress chronique, que ce soit du travail, du sport, autre, un stress mécanique qui va engendrer une conséquence inflammatoire chronique, poste de travail, manutention répétitive, que sais-je. La première répercussion que le patient va nous raconter, c'est qu'il a de l'inflammation. C'est typiquement le patient qui vient nous voir avec des foyers inflammatoires, diffus, tendineux, articulaires, musculaires, digestifs. Donc le patient, il est enflammé. Les conséquences neuro-endocriniennes, donc son état d'humeur, des patients qui sont irritables très souvent, à fleur de peau, des humeurs variables, changeantes. Ils nous disent souvent que le conjoint à la maison se plaint
ces derniers temps, un peu plus, de jour en jour. Donc les patients, ils se rendent compte qu'il faut consulter. Ils se disent, tiens, on va aller voir l'ostéopathe, parce que la dernière fois, il m'a quand même bien soulagé. Peut-être que lui, il aura une solution remède. La fatigue chronique, ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Les patients se plaignent de fatigue. Fatigue déjà après une bonne nuit de sommeil. On voyait la courbe tout à l'heure, donc les patients qui sont déjà hors de la courbe, hors de la moyenne, le matin, même après une bonne nuit de sommeil, ils sont crevés. Des perturbations aussi du sommeil, du rythme du sommeil, l'endormissement, les réveils ou carrément la qualité du sommeil. Alors, nous, notre but est, en tant qu'ostéopathe, peu importe ici l'épuisement, de manière générale, ça sera de toute façon de redonner de la mobilité. Mais en accent à un point un peu plus particulier sur les niveaux qu'on va regarder, le rééquilibre neurovégétatif. Dans des fatigues chroniques, les patients ils vont arriver avec des douleurs parasympathico-toniques, donc on va être occiput sacrum très souvent, ou sur des irritations aussi inflammatoires au niveau des ganglions latérales de la chaîne sympathique thoracique, D6, D9 très souvent, les organes sous-diaphragmatiques, donc la surrénale. Et l'approche et le traitement va viser à rééquilibrer l'état général, c'est toujours pareil, donc l'homéostasie du patient. Alors, quels sont nos axes de traitement? Donc tout trouble mécanique, forcément, on commence par ça nous intéresse fortement en tant qu'ostéo. Donc peu importe le stress et le niveau, ça va engendrer de l'inflammation, il faut corriger. Le niveau, la topographie vraiment ici de la surrénale, c'est la charnière dorso-lombaire. Donc vous voyez bien que par rapport à sa situation, la vertèbre clé, c'est D12. Tout trouble mécanique de D12, du corps, des facettes, mais aussi de la 11e et 12e côte, est à vérifier et à corriger. Ça, c'est important. On est vraiment sur un stress mécanique, musculo-squelettique, en lien direct avec la glande. Alors, le diaphragme. Le diaphragme, là, c'est vraiment le muscle par excellence. On va y passer un peu de temps. Alors, sa situation, on voit bien le beau dôme ici. Le diaphragme, quand on va le prendre en charge, on va investiguer son système nerveux, C3, C5, le système phrénique, son système tendineux. Son système tendineux, il est intéressant. Il est intéressant topographiquement parce qu'il va donner des orifices. On va avoir l'orifice de la veine cave. L'orifice de la veine cave où passe aussi le nerf phrénique droit. Donc on peut avoir des hypotonies, des hypertonies de la coupole diaphragmatique droite sur compression de cet orifice. Donc l'orifice de la veine cave, topographiquement, c'est D8, D9. Alors la coupole, il faudra balayer aussi les côtelettes, K6, K12, donc toutes les attaches mécaniques, ça c'était le premier axe, on en a parlé tout à l'heure, mais ici on va rester vraiment sur les relais tissulaires, les voisins. Toujours sur cet axe ligamentaire, on va avoir le hiatus aortique. Donc le hiatus aortique, c'est vraiment en avant de la 12e côte, de la 12e thoracique, pardon. Donc de nouveau, on est au niveau de la charnière. Alors c'est important, la vascularisation, elle va donner naissance à l'aorte abdominale qui va derrière desservir toute la vascularisation de la surrénale, on va le voir après, mais pas seulement. Elle va aussi donner la vascularisation aux différents tissus qui sont en lien, que ce soit le rein, la paroi du rein, la capsule, que ce soit la musculature et le bon fonctionnement du piston. Ça c'est vraiment, de nouveau, D12, c'est vraiment la vertèbre clé. On va avoir aussi l'orifice, le hiatus œsophagien. Donc on va être au niveau de D10. Le hiatus œsophagien, il est intéressant dans les reflux, parce qu'il va donner aussi le passage au nerf vague. Les deux nerfs vagues vont passer à l'intérieur de cet orifice. Il est là. Et donc, dans les terrains de reflux gastro-œsophagien, dans les phénomènes de poche à air, dans les phénomènes d'irritation chronique gastrique, dans tout trouble dysfonctionnaire, dans les ptoses, avec tension de la membrane qui va libérer de la gastrine, et on va rentrer dans une sécrétion excessive d'acidité, on va avoir un trouble de reflux. Donc tout trouble gastrique ou diaphragmatique
sur ce niveau-là, donc sur D10, il faudra aller le travailler. Donc on a vu les piliers, maintenant il y a la coupole, pardon, les piliers. Les piliers c'est pareil, hein, le diaphragme va descendre jusqu'à L3, L4. Donc mécaniquement, il faudra aller voir les lombaires. Il faudra aller voir aussi les arcades, parce que le pilier en continuant ici, il va donner la naissance aux arcades du psoas, donc 12e et 11e côte, avec les attaches ici des muscles. Donc tout trouble comme les psoasites, les dysfonctions lombaires, tout ça c'est à balayer et à vérifier. Ou les ptoses, on va y venir après, hein. Je parlais de la ptose gastrique, il y aura aussi une autre ptose qui est importante, c'est la ptose du rein. Alors toujours sur son axe viscéro-pariétal, la surrénale, elle utilise un moyen de fixité qui est le même que le rein en fait, c'est le fascia du rein, fascia périrénal. Ce fascia périrénal, il est quand même intéressant parce que pour aller palper la surrénale, c'est pas possible en ostéopathie avec nos paluches. Par contre, on peut aller mobiliser le fascia périrénal. Ça, on peut le faire. On peut mobiliser le rein, il y a différentes techniques pour mobiliser le rein. Là, on a un champ d'action direct. En mobilisant le rein, vu sa continuité anatomique, on peut comprendre qu'on va aussi, bien évidemment, stimuler vraiment le parenchyme de la surrénale. Donc, il est divisé, ce fascia, ici, par un fascia intersurrénalo-rénalien, qui fait vraiment la division, mais si vous regardez bien, c'est exactement la même continuité anatomique. Donc ça, c'est aussi un tissu qu'on peut stimuler en ostéopathie, dans les fatigues chroniques, les symptômes qu'on a vus juste avant. Alors, toujours dans les axes viscéro-pariétal, la surrénale droite, elle va être vraiment en lien avec le foie. Donc ça, c'est une glande importante, un organe important à travailler en ostéopathie dans des problèmes surrénaliens, les congestions, les mégalohépaties, parce que le foie en descendant, les bascules antérieures, le foie en descendant, vous comprenez bien qu'il va venir embêter tout ce qui est en dessous. Donc la surrénale, elle a une empreinte, qui n'est pas palpable, mais elle a une empreinte qui est vraiment sous le foie, donc il y a une connexion vraiment directe, et notamment avec le ligament triangulaire. Le ligament triangulaire droit, on peut le palper et on peut le mobiliser. Donc là, c'est vraiment intéressant d'aller chercher cette structure, parce qu'à la mobilisation, on va de nouveau avoir un champ d'action direct sur la surrénale. Elle va être également en lien avec le duodénum, surtout D1, avec l'angle D1, D2, ça aussi, on peut le mobiliser en ostéopathie, on peut le solliciter. Alors D1, pourquoi? Dans les ulcérations. 2/3 des ulcères gastriques, c'est surtout dans le début du duodénum. Donc les patients qui font trop d'acidité, qui ont une pH-métrie anormale, avec des douleurs à la palpation dans la zone, c'est intéressant d'aller travailler là, parce qu'on va réguler bien évidemment la tension membranaire et la capacité de l'organe à cicatriser, mais on va aussi avoir un impact de décongestion locale qui va permettre d'avoir une meilleure motilité sur la surrénale. Donc ça, c'est pour le côté droit. Alors, le côté droit, il y a aussi la veine cave, mais sur la veine cave, sur cette partie-là, on n'a pas trop de champ d'action, on va surtout avoir un champ d'action un peu plus haut. Sur la surrénale gauche, elle va être topographiquement en lien avec la poche supérieure de l'estomac, avec le fundus de l'estomac. J'en parlais tout à l'heure, donc la poche à air, donc des poches à air hautes. Elle va être en lien avec le petit épiplon. Donc le petit omentum vient vraiment envelopper la partie supérieure de la surrénale. Le pancréas et la rate. Donc K7, K9, rétroaxillaire. Là, c'est intéressant aussi d'aller voir, parce que là aussi, vous avez un champ d'action direct sur la surrénale. Il y a une zone anatomique dans des antécédents pulmonaires aussi qu'il faudra aller vérifier, je pense. On a vu tout à l'heure l'attache pariétale ici, de la surrénale. Vous voyez, vous avez un petit espace ici, en arrière, en avant du système mécanique, squelettique, et en arrière de la paroi. C'est le cul-de-sac pleural costo-diaphragmatique. Donc c'est le récissus le plus bas au niveau des poumons. Ici, si on a un tissu pleural qui vient à s'émanciper, typiquement dans l'emphysème, on peut avoir une zone de contrainte biomécanique qui viendra directement dans la zone de la surrénale. Les patients qui ont fait des pleurésies, par exemple, avec un tissu qui reste fibreux, des PCO avec des emphysèmes, des patients qui ont eu des infections,
que sais-je, des antécédents de pneumothorax par exemple. Donc ça c'est quand même quelque chose à aller voir, la capacité basse des sillons pulmonaires et la mobilité dans la zone, donc topographiquement de nouveau on sera K12, K11. Hein. Alors cette surrénale, elle a besoin d'un apport liquidien, elle a besoin d'un bon retour veineux et elle a besoin aussi d'une connexion neurovégétative locale et périphérique. Donc le système vasculaire, il est relativement simple. Elle a 3 artères, une supérieure, une inférieure et une moyenne. Ces 3 artères sont issues directement de l'aorte abdominale. Donc on est en dessous du hiatus, aortique abdominal. Donc on va être, comme tout à l'heure, au niveau de la 12e vertèbre thoracique. Vous voyez, elle va donner naissance ici à l'artère phrénique qui va alimenter le pôle supérieur, à l'artère surrénalienne moyenne et à l'artère surrénalienne inférieure. Pour son retour veineux, c'est simple. La surrénale droite, elle va se jeter directement dans la veine cave. Et la surrénale gauche, elle va se jeter dans la veine rénale gauche. Donc topographiquement, si vous voulez avoir un champ d'action, on sera plus autour de L1, L2. Donc le système lymphatique, c'est pareil, on sera au niveau L1, L2. Donc vous voyez, il y a des nœuds lombaires qui sont latéraux à l'aorte, qui sont médianes ou centrales. On sera de toute façon au niveau L1, L2 de nouveau. Alors, les connexions neurologiques, le système cœliaque, le ganglion cœliaque, les ganglions cœliaques, juste en dessous de l'orifice aortique, qui vont être en connexion directe avec les grands splanchniques, D6, D9, qui eux vont être en connexion avec la chaîne latérale, et puis ça remonte au niveau cervical et au niveau central. Et là, on va avoir la possibilité de les exciter ou de les calmer, selon le besoin. Donc on sera au niveau thoracique D6, D7, D8, D9. Et si vous voulez aussi avoir un champ d'action parasympathico-tonique, ça sera le nerf vague. Hein, donc C0 pour le trou déchiré postérieur et les dysfonctions cervicales hautes, C1, C2. Alors, la chaîne hypothalamo-hypophysaire surrénalienne. Donc comment nous on peut l'exciter, comment on peut la stimuler, quel est vraiment notre champ d'action. Donc dans le champ d'action crânien, l'idée c'est d'aller chercher l'hypophyse. Donc la selle turcique, l'hypophyse elle est posée vraiment sur le corps du sphénoïde. Donc toutes les dysfonctions SSB de la synchondrose sphénobasilaire nous intéressent. Les drainages des sinus. Une fois que les hormones sont sécrétées, elles sont véhiculées et elles sont transportées via le sinus veineux pour sortir par la jugulaire. Donc on va pouvoir aussi, avec nos petites mains, travailler sur la faux du cerveau, le sinus longitudinal supérieur et inférieur, et la tente du cervelet pour le sinus transverse. Donc le pressoir d'aérophile, le sinus rectus, le fulcrum de Sutherland, si vous vous rappelez, donc c'est un amas, c'est un carrefour, c'est la crépine de l'évier, c'est le siphon, tout arrive ici et ensuite ça va passer par les sinus transverses pour sortir et former la jugulaire, la sigmoïde, au niveau du trou déchiré postérieur. Donc si vous suivez les trajets ici des sutures longitudinales, transversales et la pétreuse, on va pouvoir drainer. Je ne sais pas si vous faites un peu de crânien et si vous drainez, là c'est vraiment intéressant. Après stimulation par exemple d'une SSB sur un temps de flexion, mécaniquement, c'est intéressant d'aller drainer parce que là, on va vraiment pouvoir faire du bien aux patients. Déjà, on va les décongestionner au niveau du crâne, quand même intéressant. S'ils sont fatigués, s'ils ont de l'irritation, c'est quand même bien d'aller nettoyer un petit peu le crâne pour nettoyer les toxines. Mais en plus, on va pouvoir, véhiculer les hormones centrales dans dans la colonne et dans les tissus mous. Ici, je ne l'ai pas noté, mais la réabsorption aussi du LCR, elle va se faire au niveau des granulations arachnoïdiennes. Les granulations arachnoïdiennes, si vous regardez, elles longent la suture longitudinale. Donc sur les techniques des sutures longitudinales
de décongestion ou de faux, peu importe, on a un champ d'action intéressant dans la réabsorption du LCR. Donc c'est vraiment des techniques qui sont vraiment bénéfiques pour le système endocrinien. Les membranes de tension réciproque, la FO, et l'attente du cerveau, le sacrum. Quand on fait un travail de membrane de tension réciproque, on aime bien mettre nos mains sur le crâne, mais il ne faut pas oublier que ces membranes, ce sont des continuités de la dure mère. Donc la dure mère, elle descend jusqu'à S2. L'axe respiratoire de Sutherland, c'est S2. Donc toute dysfonction du sacrum, quelque part, mais surtout de S2, est à corriger ou à travailler. On peut travailler, bien évidemment, pour stimuler ces membranes et redonner un meilleur mouvement, une meilleure respiration. Alors, le liquide céphalorachidien, comme je vous disais tout à l'heure, il va être réabsorbé, mais il est surtout produit au niveau des ventricules. Il y en a 4. Ceux-là, on n'a pas vraiment de champ d'action, à part le travail sur la SSB, parce que vraiment, la selle turcique, le corps calleux, on va être dans la situation. Mais si on veut vraiment avoir un champ d'action plus fin, plus direct, il faudra aller chercher le 4e ventricule. Là, le 4e ventricule, ce sont des bonnes techniques aussi. Après, par exemple, un bon drainage des sinus veineux, de faire des techniques du 4e ventricule pour vraiment libérer un maximum de LCR dans le conduit. Le LCR va permettre de rééquilibrer l'homéostasie jusqu'à la plus petite cellule. Il va passer dans l'espace sous-arachnoïdien. Il a différents rôles, ce LCR. Il a déjà un rôle de protection de la boîte crânienne, il a un rôle immunitaire et il a un rôle de transport. La flotte, des protéines, un peu de sucre. Donc c'est un liquide blanc, sucré, sur lequel nous on a un champ d'action quotidiennement. À partir du moment où on fait du crânien, une technique de correction de flexion du sacrum, on va stimuler clairement le LCR. Donc fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, ça c'est intéressant quand même d'aller voir le liquide céphalorachidien. Alors sur l'axe crânio-sacré et sur cette chaîne, j'en parlais tout à l'heure, le CV4, ça c'est vraiment une technique intéressante. Moi personnellement je la fais surtout en fin de séance. Je ne la fais pas au début, ça peut faire quand même des maux de tête, coller des maux de tête aux patients les jours qui suivent, surtout s'il y a une obstruction plus basse, cervicale, thoracique ou même lombaire. Donc d'abord bien régler les problèmes mécaniques et articulaires, décongestionner le cerveau et ensuite faire un bon CV4. Voilà, là on a des traitements quand même intéressants sur lesquels on va pouvoir répéter. On va pouvoir répéter, surtout si on a des états de fatigue intenses, si on a des patients chez qui on n'arrive pas à régler aussi la cause du problème. On en parlait tout à l'heure, un harcèlement au travail. Si le patient ne peut pas quitter son travail ou s'il n'a pas la mesure ni financière ni autre de le quitter, eh ben, on peut l'accompagner, nous, dans cette démarche. Et donc, c'est intéressant de les revoir et de répéter ce genre de technique. Alors, les conclusions et les implications cliniques. L'ostéopathie a sans aucun doute un rôle dans le traitement et l'épuisement de la surrénale. Ça, c'est une certitude, vous le faites tous les jours, on le fait tous les jours. À quelle fréquence ? Et c'est là que ça rentre. C'est là que la question du laboratoire et de ce que nous a raconté Serge est très intéressante. Moi, pour ma part, quand je vois le patient 2 fois, 3 fois en l'espace de 6 mois pour le même symptôme, j'arrête. Ça veut dire qu'il n'est pas pour moi. Ou j'ai besoin d'aide. Que mon traitement seul ne suffit pas. Donc là, c'est intéressant quand même de lui faire des analyses. De cibler l'analyse. Donc, si on estime que c'est plutôt un microbiote qui embête une surrénale, parce qu'il manifeste des symptômes digestifs excessifs, eh ben on peut lui demander une analyse du microbiote. Si on voit que le patient, c'est vraiment un stress ambiant, on peut demander une analyse de cortisone. On peut demander dans le doute les deux. Moi, ça m'arrive de demander les deux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a l'analyse, on a le résultat et on a le traitement. Donc, pour nous, c'est facile. Le patient, soit il a tout. Donc, derrière, il est content parce qu'on a mis, comme il disait Serge, un nom. On lui a donné une explication parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose de fiable et de quantifiable. Et derrière, il a un traitement. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de l'accompagner pendant le traitement. Alors, soit on le revoit, soit on ne le revoit pas. Ça, c'est à vous de décider. Mais quelque part, c'est peut-être bien de le revoir. Peut-être 2 mois, 3 mois après le début du traitement.
Parce que là, nous, on va pouvoir aussi palper l'amélioration clinique, les symptômes, mais aussi notre ressenti tissulaire quand on va le toucher. Et on va pouvoir confirmer qu'il va mieux. Et lui dire, effectivement, tu vas mieux. Parce que. Donc, on a tous des patients chez qui c'est compliqué, chez qui c'est récurrent, chez qui on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression d'être inutile. Quand il part, on se dit, ouais, est-ce que je méritais quand même mes 60 balles? Je suis pas sûr. Il est quand même content, ça lui a fait du bien. Mais honnêtement, au fond de nous, on se dit, j'espère qu'il ne reviendra pas, ou j'espère que la prochaine fois, il y aura un miracle, que la petite fée lui aura mis un petit coup de baguette magique pendant son sommeil. C'est là qu'on bloque. Et c'est là que c'est intéressant quand même d'avoir ce genre d'analyse, je pense. Moi, ça fait déjà quelques temps que je travaille avec Nicolas et Serge. Ça fait pas des années, mais ça fait quelques temps. On commence à avoir des retours intéressants des patients, ouais, clairement. D'autres questions? Pas d'autres questions? Ouais, on pourra continuer à débattre. Hein. Allez, merci.